Société secrète la plus influente au monde depuis 300 ans, rituels ésotériques, secrets absolus et pactes occultes, un réseau mondial qui agit dans l'ombre pour orienter la destinée des nations. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 pires complots de la franc-maçonnerie. Dans cette vidéo, pour le premier complot, on partira en Italie dans les années 70. Un moment plutôt intéressant parce qu'une loge maçonnique a corrompu les sommets de l'État italien, une partie du Vatican, et a orchestré d'horribles attentats pour prendre le pouvoir. Ensuite, nous irons en France au début du XXe siècle, car c'est ici que nous découvrirons l'ampleur de la puissance maçonnique dans l'Hexagone et comment un complot maçonnique contre l'Église et l'armée est devenu le plus grand scandale de la République française. Enfin, nous irons dans les entrailles du Vatican, là où une infiltration maçonnique a probablement conduit à l'assassinat d'un pape. Et pour en parler, je me suis rendu chez ce monsieur, Serge Abad Gallardo. Serge, c'est pas n'importe qui, ancien haut fonctionnaire du territoire, ancien directeur général des services d'une mairie, architecte de formation, mais également, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Serge a passé plus de 24 ans en franc-maçonnerie et avant d'en partir, il s'était élevé au rang de vénérable maître. J'ai été coopté dans les hauts grades, puisque, en fait, pour rentrer dans les hauts grades, il faut être coopté, on ne décide pas soi-même. Pendant 2 entretiens de près de 2 heures, il m'a parlé de l'histoire et des secrets de la franc-maçonnerie. Ok, si tout le monde est prêt, c'est parti pour les 3 pires complots de la franc-maçonnerie. Pour que vous compreniez bien d'où viennent les complots qu'on va aborder, il faut que je vous raconte les origines de la franc-maçonnerie. Quand on parle de la genèse de la franc-maçonnerie, on entend souvent beaucoup de légendes, comme quoi ce seraient les derniers templiers qui ont continué d'agir dans l'ombre, ou encore une petite guilde de constructeurs de cathédrales. En vérité, c'est pas vraiment ça. Un historien de la franc-maçonnerie, qui est sûrement quelqu'un de très compétent, qui s'appelle Roger Daché, qui expliquait que les francs-maçons, en tout cas la doctrine maçonnique, proviendrait des constructeurs de cathédrales. En revanche, vous avez un autre dignitaire, qui a été grand maître du Grand Orient, Alain Bauer, qui nous explique dans ses conférences et dans ses livres que pas du tout. La franc-maçonnerie est née en 1717 et le lien qui unirait les francs-maçons aux constructeurs de cathédrales est complètement fictif. Et moi je souscris à cette thèse. Selon toute vraisemblance, l'histoire de la franc-maçonnerie commence ici, à Londres. On est en 1717 et 2 pasteurs souhaitent réformer l'église. James Anderson et John Desaguliers trouvent la doctrine de l'église trop archaïque, trop fermée aux nouvelles idées scientifiques qui bourgeonnent en Europe. Ils souhaitent rassembler des hommes autour d'un idéal d'amélioration personnelle. Pour ça, Anderson écrit la Constitution des francs-maçons, un texte fondateur qui établit les règles de la franc-maçonnerie. Bon, je vous le dis tout de suite, bien que le mot maçon soit dans le titre, la franc-maçonnerie n'a aucun rapport avec le BTP. Il s'agit plutôt d'un groupe exclusivement d'hommes, triés sur le volet, puis initiés par d'autres francs-maçons, et qui partagent certaines idées communes. Elle considère qu'il y a ce qu'elle appelle des supérieurs inconnus, qui sont des esprits qui auraient apporté à l'homme certaines vérités dans les temps les plus reculés, à l'origine de l'humanité, et que les religions chrétiennes, musulmanes, hébraïques notamment, ont perverti ces vérités en les transformant en religion, et seule la franc-maçonnerie serait susceptible d'amener l'homme vers la redécouverte de ces vérités ultimes. Au XVIIIe siècle, la redécouverte de ces vérités antiques séduisent beaucoup dans les salons parisiens, où d'ailleurs la religion est souvent critiquée. La franc-maçonnerie attire et la franc-maçonnerie recrute, mais attention, elle ne recrute pas le paysan mécontent du coin, Elle recrute l'élite de la société, ce qui influe sur l'opinion publique et potentiellement sur le monde entier. Ok, avant de nous intéresser au pire complot, je vais vous donner 3 mots qui peuvent définir la franc-maçonnerie. Le premier, c'est influent. La franc-maçonnerie a une puissance d'influence que je n'imaginais pas du tout avant de discuter avec Serge. Aujourd'hui, on estime à environ 3,5 et 6 millions de francs-maçons sur Terre. Et je dis bien sur Terre parce qu'ils sont répartis dans plus de 150 pays, autant dire quasiment partout. Alors bien entendu, elle a des pays de prédilection, l'Angleterre, l'Italie, mais les 2 pays où la franc-maçonnerie a le plus d'influence, c'est aux États-Unis et ici,
en France. La France recense environ 200 000 francs-maçons. Ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que nous sommes dans un pays essentiellement maçonnique. La République en franc-maçonnerie est plus que chez elle. Elle est dans son foyer et dans son cœur. Bien qu'à l'échelle de 70 millions de Français, 200 000, quasiment rien, c'est quand on s'intéresse à qui sont les francs-maçons que l'on comprend un peu mieux leur influence. J'ai un document qui émane de la Grande Loge de France, où on voit que 90% des membres de cette loge, et c'est le cas dans la plupart des obédiences que j'ai pu visiter ou auxquelles j'ai pu appartenir, 90% sont profession libérale, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, officiers supérieurs, pas mal d'enseignants. La plupart des francs-maçons ont des postes qui influent sur la population. Et dans les hauts grades, c'est encore plus flagrant. Juste un exemple comme ça, sous la présidence de François Hollande, on a compté pas moins d'une dizaine de ministres francs-maçons. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le deuxième mot pour définir la franc-maçonnerie, c'est mystérieuse. La franc-maçonnerie va s'inspirer de la plupart des religions. Elle va s'inspirer de l'alchimie islamique, elle va s'inspirer également de la Kabbale hébraïque, elle va s'inspirer des Templiers, dans les hauts grades notamment, elle va s'inspirer également des pères de l'Église, et elle va s'inspirer de pas mal de choses, y compris de certaines philosophies extrême-orientales. Et ne pensez pas qu'un franc-maçon va vous révéler quoi que ce soit. En général, les secrets sont extrêmement bien gardés. Le serment de garder le secret est prêté pratiquement à chaque tenue maçonnique, au minimum à chaque fin de tenue maçonnique. Et j'ai fait le compte, j'ai dû prêter ce serment au moins un demi-million de fois. La franc-maçonnerie va cultiver le mystère également par sa structure, construite comme une pyramide à étages. Tout en bas, on est apprenti, on n'a même pas le droit de prendre la parole et grosso modo on comprend que dalle. Puis d'étage en étage, on va vous expliquer le sens de certains symboles, on va vous initier à certains secrets. Et plus vous êtes influent dans la société civile, plus vous êtes assidu à l'étude maçonnique, et plus vous montez dans la pyramide. Pour Serge Abad-Gallardo, le but de ces secrets est assez clair. C'est de faire de ses adeptes non plus des hommes déterminés par Dieu, mais totalement affranchis de Dieu. J'ai montré dans un de mes livres que la franc-maçonnerie est luciférienne. C'est-à-dire qu'elle vise à transformer l'homme en égal de Dieu, qui est le projet de Lucifer en quelque sorte. Alors, je tiens à faire quand même une distinction, d'ailleurs que mon invité a fait à de nombreuses reprises. Lorsqu'on critique la franc-maçonnerie, c'est bien la doctrine maçonnique qu'on critique, et pas les francs-maçons en tant que tels. Serge Abad-Gallardo me l'a dit souvent, mais il y a des francs-maçons qui sont évidemment formidables et qui œuvrent pour le bien. Cela dit, on est en droit de se demander pourquoi sont-ils si précautionneux à garder ces secrets. Et vous allez mieux comprendre avec le troisième mot. Alors, elle est dangereuse à plusieurs égards. D'abord sur le plan politique, parce que ce sont des gens qui agissent dans le secret, on l'a vu. Donc, ils ne jouent pas le jeu de la démocratie tout en se prétendant démocrates. Donc, ils faussent le jeu de la démocratie. Quand les membres d'un groupe élu par le peuple agissent non pas au nom du peuple, mais au nom des intérêts d'un groupe secret, oui, la démocratie perd vraiment de son sens. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans les deux premiers complots. Ensuite, la franc-maçonnerie peut également être considérée comme dangereuse à l'encontre des religions. C'est un document que les francs-maçons ne connaissent pas s'ils ne sont pas dans les hauts grades, parce qu'il est publié dans un recueil réservé aux hauts grades. Il est développé que Dieu en fait est une personne mauvaise parce qu'elle refuse la connaissance à l'homme, alors que le serpent Satan la lui apporte. On a dans l'histoire certains francs-maçons très influents comme Albert Pike qui considèrent que Lucifer est celui qui apporte la connaissance aux hommes, alors que Dieu voudrait maintenir les hommes dans l'ignorance. Mais écoutez plutôt la citation d'Albert Pike que nous dit Serge. La doctrine maçonnique doit être conservée dans la pureté luciférienne, parce que pour les francs-maçons gnostiques, le grand architecte de l'univers c'est Lucifer. Lucifer, le Dieu bon, contre Yahvé, le Dieu mauvais. Donc ça, ce sont deux citations, mais mon livre en regorge. Donc on démontre bien que la franc-maçonnerie est luciférienne. En fait, la franc-maçonnerie est une lutte contre Dieu. Quand on écoute cette citation, on comprend mieux les moqueries par exemple d'un Jean-Luc Mélenchon, un franc-maçon de très longue date qui se moque de la sainte patronne de la France, Jeanne d'Arc. Ah, regarde alors.
un carreau d'arbalète. Elle a entendu du bois, faire une pompe, mais ça. Et elle, comme elle est complètement givrée, je dis madame, elle arrive, On comprend aussi mieux les dangers que peuvent représenter la franc-maçonnerie à l'encontre des religions, mais ça on le verra dans les complots qui vont suivre. Enfin, la franc-maçonnerie peut être considérée comme dangereuse à l'égard de ceux qui la combattent ou la trahissent. Et pour le coup, les francs-maçons sont assez directs dans leurs menaces. Par exemple, au grade d'apprenti, je préfère avoir la gorge tranchée plutôt que de manquer à mon serment. Au grade de compagnon, je préfère avoir le cœur arraché plutôt que de manquer à mon serment. Et au grade de maître, je préfère être coupé en deux plutôt que de manquer à mon serment. Voilà, donc les francs-maçons vous diront que c'est du symbolique. Hein. Encore une fois, le symbolique n'est pas du théorique. Moi, j'en peux en témoigner. Je peux vous dire que les persécutions maçonniques, je les ai subies. Vous allez voir dès maintenant qu'effectivement, le théorique n'a parfois rien de symbolique, et qu'au cours de l'histoire maçonnique, ces menaces sont devenues réalité. Le premier complot qu'on va voir en regroupe plusieurs. Il mêle des assassinats, la haute finance internationale, le Vatican, et surtout, il détient un secret. Un secret qui sera l'objet du dernier complot. Et il éclate ce jour-là. Alors, avant d'aborder le premier complot, permettez-moi de vous emmener dans un lieu qui compte pour moi. Là, je suis dans un parc pas loin de chez moi, dans lequel se trouve l'un des plus grands monuments aux morts de France. J'y vais depuis que je suis gamin, et c'est ici, entre autres, que j'ai compris l'importance de l'histoire et de ses symboles. Et là, ce que vous voyez à ma main, c'est l'une des chevalières conçues par le partenaire de cette vidéo, Kalos. Kalos, c'est une marque française qui valorise l'héritage et les valeurs de la France et de l'Europe à travers chacune de leurs créations. Et je pense que ce qui me plaît le plus chez eux, c'est qu'en plus de la qualité irréprochable de leurs produits, c'est qu'ils rejoignent mes valeurs. La défense du patrimoine, porter son héritage, mettre en avant la grande histoire de France, c'est autant de principes qui sont aujourd'hui si peu défendus par les autres marques. Le résultat, c'est par exemple le collier Fides. Une simple croix, mais qui cache l'une des plus grandes citations de la chrétienté. Inoc signo vinces, par ce signe tu vaincras. C'est la phrase qu'avait entendue l'empereur romain Constantin Ier avant de se convertir au christianisme. Voilà, Kalos c'est ça. Simple, esthétique, mais plein de sens. Et en fait, toutes leurs créations ont ce genre de symbolique. D'ailleurs, je crois que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. J'ai jamais vu une marque avec autant de commentaires élogieux. Si comme moi vous aimez la France, l'Europe et son histoire, ou alors que vous voulez juste porter quelque chose d'esthétique, je pense que sur Kalos, vous serez au bon endroit. D'autant que vous avez quand même pas mal de choix, hein, entre des bijoux, des vêtements, du matériel de boxe, des couteaux. Ah oui, et juste comme ça au passage, si vous passez commande avec le code MM10, vous aurez 10% de réduction. Ça fait toujours plaisir. Merci à Kalos, merci à vous, et reprenons avec le premier complot de la franc-maçonnerie. On est le 20 mai 1980. En pleine nuit, les chaînes d'information diffusent un programme qui fait trembler le pays. Cette information, c'est une liste. Une liste de noms qui désigne les membres d'une loge maçonnique. Une loge, c'est un regroupement de membres de la franc-maçonnerie. Et en l'occurrence, ce n'est pas n'importe quel groupement. Même au sein de la franc-maçonnerie, la loge dont on va parler ici était considérée comme encore plus mystérieuse que les autres. Et depuis quelques jours, son nom n'arrête pas d'être cité dans les médias. Super secret, super evil Masonic lodge called P2. La loge maçonnique P2. Loggia Massonica P2, oui. La loge maçonnique P2. Si la diffusion de la liste de ses membres fait autant de vacarme en Italie, c'est parce que les Italiens comprennent subitement qu'en dessous de l'État, de l'Assemblée et des députés, il se trouve un pouvoir souterrain. Un gouvernement parallèle et occulte qui s'était frayé un chemin comme un cancer dans les entrailles du pouvoir italien. Et cette liste, c'est la métastase. Et elle est énorme, près d'1 millier de noms. Parmi eux, 200 sont officiers militaires, chefs des services secrets, chefs d'état-major de la défense, 3 ministres en fonction. Il y a également des responsables de la télévision, 43 parlementaires, des financiers internationaux, des patrons de presse, des chefs d'entreprise, des hauts magistrats. En fait, tous les postes clés de l'État, de l'armée et des banques italiennes font partie de la loge P2. Et pire encore, elle est incomplète. Une partie est à jamais dissimulée par son propre gardien, le vénérable maître Licio Gelli. Donc quand les Italiens découvrent ça, tout le monde se pose la même question. Comment mon pays moderne, démocratique, a pu être à ce point-là contrôlé par une loge maçonnique? Ok, pour comprendre, on va s'intéresser à celui par qui tout commence, le vénérable maître de la loge P2, Licio Gelli. Licio Gelli, c'est un type qui a connu 2 périodes distinctes dans sa vie. Plus jeune, il s'engage comme soldat dans l'Italie de Mussolini. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il apprend les techniques de renseignement et de la manipulation. Mais à la chute du régime fasciste, Licio Gelli va faire un truc qu'il va faire à peu près tout le long de sa vie. Il va retourner sa veste. À ce moment-là, il devient informateur pour les communistes et fait même libérer des prisonniers.
On arrive à la fin de la guerre et à ce moment-là, le Parti communiste italien devient de plus en plus puissant au point d'arriver aux portes du pouvoir. Gelli, toute sa vie, a toujours joué sur deux tableaux. D'abord, il a été fasciste et communiste, ensuite communiste et démocrate chrétien, et enfin démocrate chrétien et franc-maçon. Comme vous l'avez entendu, Gelli il s'en fiche pas mal des opinions politiques. Attention, je dis pas ça parce qu'il est italien, mais c'est un peu un mafieux dans l'âme. En fait, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et ça tombe bien pour lui, parce qu'au début de la guerre froide, Gelli va nouer le genre d'amitié qui vous rende quasiment intouchable. En fait, pour éviter la prise de pouvoir des communistes en Italie, les États-Unis vont trouver la meilleure méthode possible pour les déstabiliser. Ils vont les infiltrer. Les services secrets américains de la CIA lancent les réseaux Gladio. C'est des unités clandestines financées par les États-Unis pour empêcher la montée au pouvoir des communistes en Europe. Et d'après vous, la CIA choisit qui pour s'occuper des réseaux Gladio? Licio Gelli. Ok, avance rapide, on est en 1965 et à ce moment, Gelli est plus âgé mais surtout beaucoup plus riche. Les réseaux Gladio de la CIA lui donnent accès à énormément d'informations privées sur l'ensemble de la classe politique italienne. Et Gelli, il va pas se priver pour les utiliser afin d'obtenir de l'argent. Mais plutôt qu'être un simple informateur escroc, Gelli il veut véritablement faire partie du pouvoir. Et pour ça, il doit fréquenter les mêmes milieux que l'élite du pays. Et l'un des premiers lieux que fréquente l'élite, c'est ici, au Grand Orient, la plus grande obédience maçonnique d'Italie. Mes frères, veuillez prendre place. Gelli y plaît immédiatement au Grand Orient. Il a ce côté caméléon, capable de défendre des thèses communistes, fascistes, libérales américaines, puis démocrates chrétiens. En fait, c'est l'archétype de l'animal politique. Le type s'adapte parfaitement à son auditoire. Et rapidement, il se fait ami avec le grand maître du Grand Orient, Lino Salvini. Salvini va faire tellement confiance à Gelli qu'à peine 4 ans après son initiation, il va lui confier un rôle extrêmement important en franc-maçonnerie. Celui de vénérable maître d'une ancienne loge, la Propaganda Due, dit loge P2. Mais pourquoi lui avoir si vite confié un poste qui normalement à d'autres francs-maçons prend au moins 10 ans à atteindre? C'est parce que la loge P2, elle a un passif. Fondée en 1877 à Turin, la loge a toujours été considérée comme une loge élitiste, un lieu où les célèbres politiciens et hauts fonctionnaires de toute l'Italie se réunissaient en secret. Donc la loge P2 n'est pas une loge comme une autre, c'est la loge de l'élite et la loge de la discrétion. Autant dire qu'à sa tête, il vaut mieux un homme qui a des contacts et qui connaît les règles du renseignement. D'autant qu'à la fin des années 60, c'est pas la joie pour la loge P2, elle vit une période creuse et si Gelli n'arrive pas à recruter, elle disparaîtra. À ce moment-là, Gelli il est super déterminé et en plus il sait que pour être reconnu par ses supérieurs, il est obligé de recruter. Il se passe une chose assez troublante, c'est que quand vous êtes en franc-maçonnerie, vous n'espérez qu'une seule chose, c'est progresser sur le chemin initiatique. Il y a donc une sorte de poids, de pression de ceux qui sont au-dessus de vous. Et donc vous avez en quelque sorte intérêt à vous faire bien voir de ces gens-là. Si demain, un de ces dignitaires vous demande ou vous envoie quelqu'un pour que vous lui fournissiez de l'aide, il est difficile de dire non. Et pour commencer son recrutement à la P2, Gelli va s'approcher des hommes qu'il connaît bien. Grâce au réseau Gladio, justement, il va s'approcher des renseignements italiens. Le pouvoir de Gelli a commencé à la fin des années 60, quand un des chefs des services secrets, M. Allavena, qui était dans une position centrale des services, a amené des dossiers secrets, des dossiers sur milliers de personnes en première position en Italie, qui a porté ça en dot à Gelli comme un instrument de ricatto, de chantage. Si tel ministre aime le golf, il va lui offrir des clubs. Si un juge n'est pas marié, il va organiser une soirée où il va payer une femme pour qu'elle finisse avec sa cible. Et comme ça, année après année, Gelli va se faire beaucoup d'amis. Et surtout, il va initier beaucoup de monde à sa loge P2. Voici ce que déclare Gelli lui-même à propos de sa loge. Je prenais des gens qui occupaient un poste élevé, chef des services secrets, ministre, président de banque, magnat de la presse et de la haute finance, commandants généraux de la garde des finances, des carabiniers. Tous ces gens étaient réunis au sein de la loge maçonnique P2. Gelli, en fait, il est en train de tisser une toile d'araignée incassable à l'intérieur de l'État italien. Mais si cette toile est aussi forte, c'est grâce à ces deux hommes. Le premier, c'est lui, Roberto Calvi. Haut dignitaire de la P2 et PDG de la deuxième plus grande banque privée d'Italie, la banque Ambrosiano, il est même surnommé le banquier de Dieu, car c'est sa banque qui finance le Vatican. Le deuxième, c'est lui,
Michel Sindona. Baron de la finance internationale, ami et blanchisseur d'argent des principales familles de la mafia italo-américaine et financier de Lior, la banque du Vatican. Gelli, Calvi et Sindona ont créé un système qui permettra à la loge d'être l'un des organismes les plus riches d'Italie. En gros, Calvi et sa banque accordent des prêts fictifs à des entreprises, et puis... De Milan, des centaines de millions de dollars ont suivi un itinéraire compliqué vers les banques latino-américaines, avant de se perdre dans les méandres des sociétés de Panama et de revenir financer les affaires clandestines de Calvi. Quand tout est découvert, le trou est gigantesque dans les comptes de la banque. 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars. C'est juste absurde pour l'époque. Avec cet argent, Gelli va bien sûr s'enrichir, mais il va surtout pouvoir arroser tous ceux qui lui prêtent allégeance au sein de la loge P2. Et sa toile est tellement grande qu'il utilisera même la Banque du Vatican pour agrandir son empire. En 1977, Gelli veut que sa loge ait son propre média. Et plutôt que créer un journal mineur, il vise l'un des plus influents d'Italie, le Corriere della Sera, l'équivalent du Figaro chez nous. Par contre, impossible de l'acheter avec un compte d'une entreprise fictive. Le journal, il exige un intermédiaire crédible. Et pour ça, Gelli va choisir la banque la moins suspecte d'Italie, Lior, la banque du Vatican. Le Vatican utilisé par des francs-maçons, l'idée semble invraisemblable, mais c'est bien ce que confirment les enquêtes judiciaires sur la P2. En fait, à la tête de Lior depuis 1972, l'archevêque Paul Marcinkus veut redresser les finances du Vatican. Pour ça, il va s'orienter vers différentes banques, et là, il va rencontrer Roberto Calvi, PDG de la banque Ambrosiano. Et Calvi, un après-midi, il lui fait rencontrer Michel Sindona, le financier proche de la mafia. Sindona, il va dire à l'archevêque qu'il connaît des tas de gens prêts à donner des millions à l'église. Mais qu'en contrepartie, il demande un tout petit service. Il demande que de temps en temps, Lior, la banque du Vatican, achète différentes choses au profit de la loge et peut-être de la mafia. Et à ce moment, Marcinkus, il signe un pacte avec le diable. Certains journalistes et enquêteurs pensent même pire. Le journaliste David Dialop, le député Renato Farina et Marco Politi, qui ont tous enquêté sur la loge, pensent même que Paul Marcinkus était non seulement impliqué avec la loge P2, mais serait également membre de la franc-maçonnerie. Mais on en reparlera lors du dernier complot. Pour le moment, on va avancer dans la pyramide de la P2. Avec les réseaux gladiaux de la CIA et des membres corrompus de l'armée italienne, la loge vend pour des millions d'armes à Kadhafi en Libye, mais surtout à l'Argentine et au Chili. Donc entre un trafic d'armes international, un réseau franc-maçon mondial et également des détournements de fonds majeurs de la banque Ambrosiano, tout ça va faire que la loge P2 en 1975, elle s'impose comme la plus grosse organisation d'Italie. Leur quartier général, il est ici, dans l'hôtel Excelsior, en plein cœur de Rome. Licio Gelli, il se croit totalement intouchable, alors il va pas hésiter à étaler sa fortune. Il s'offre un yacht, un hélicoptère, et même la Villa Vanda, un petit palais dans son village d'origine. C'est ici, dans une pièce au sous-sol, décorée de symboles maçonniques, qu'il organise des tenues rituelles, et initie l'élite italienne. On dit à la personne, je vous demande donc de garder le secret, etc. Il a toujours le bandeau sur les yeux, et voyez ce qui vous arriverait si vous trahissiez le secret. Et là, il y a un franc-maçon qu'on a couché par terre avec une chemise blanche tachée d'encre rouge comme si c'était du sang. Et il a une épée prétendument plantée dans la poitrine. Et là, on enlève le bandeau, 30 secondes et on le remet. Donc vous imaginez l'impression que ça peut faire sur le cerveau humain de voir cette image. Imaginez juste 2 secondes si vous devenez un membre de la loge P2 et que vous savez qu'autour de vous, il y a des chefs d'état-major des armées, le chef des services secrets, et qu'on vous dit « Si tu parles, tu vas finir comme ce gars avec une épée plantée dans le bide ». En théorie, personne ne l'ouvre, et ça Gelli l'a parfaitement compris. En fait, à la fin des années 70, Gelli et sa loge sont tellement puissants qu'il va finir par se poser une question. Il va se demander « Et si vous prenez pas le pouvoir ?» En général, quand vous vous posez ce genre de questions, c'est que vous êtes sur le point de faire pas mal de conneries. Et justement, ça n'a pas manqué. Entre 1970 et 1980, l'Italie va connaître des assassinats politiques, des attentats à la bombe, et à chaque fois, ce sont des élites politiques qui sont accusées. Que ce soit la bombe de l'Italicus Express faisant 12 morts, l'assassinat du Premier ministre Aldo Moro ou encore l'attentat de la gare de Bologne faisant 85 morts, la loge P2 va systématiquement être impliquée. La stratégie de la PD, c'était une stratégie qui avait besoin du terrorisme, c'est-à-dire avec le terrorisme, on pouvait demander un changement autoritaire de l'État. Et qui serait derrière ce nouvel État autoritaire ?
Liccio Gelli et la loge P2. Mais ces activités criminelles vont alerter à tous les niveaux de l'État, et la chute de la loge P2 arrivera plus tôt que prévu. Déjà, dès 1976, le Grand Orient prend la décision d'effacer la loge des listes de l'obédience. Ça signifie que la P2 existe toujours en tant que loge maçonnique, mais n'est plus directement affiliée au Grand Orient. Pourtant, les liens entre Liccio Gelli et Lino Salvini, le grand maître du Grand Orient d'Italie, ils ne se sont pas arrêtés en 1976, au contraire. Les deux hommes se fréquentaient toujours, Gelli a même conservé une place dans les instances nationales de l'obédience et a même financé la réélection de Salvini en 1978. Le 17 mars 1981, deux magistrats ordonnent ce qu'aucun magistrat avait eu le courage de faire. Ils ordonnent un raid sur la villa de Gelli, et ce qu'ils y trouvent sonne le début de la chute de la loge P2. La découverte de la liste des membres va conduire à l'une des plus grosses enquêtes de l'histoire d'Italie. La députée Tina Anselmi donnera 147 séances d'audition pour démanteler les réseaux de la loge maçonnique. Écoutez ce qu'elle déclare aux médias. Je peux seulement vous dire qu'il y a certainement une grande responsabilité de la maçonnerie dans la façon dont elle a laissé prospérer et agir la P2. L'Italie lance alors l'une des plus grandes traques des membres de la loge les plus impliqués, et ça va avoir des conséquences mondiales. En mai 1982, après la découverte de plus d'1,5 milliard de dollars de prêts non remboursés, les actions de la banque Ambrosiano s'effondrent à la bourse de Milan. Le PDG, Roberto Calvi, qui risque jusqu'à 20 ans de prison, part en cavale. Alors, la police le traque, et ils vont lui mettre la main dessus. Mais pas vraiment là où il pensait. Le 18 juin 82, Roberto Calvi est découvert à Londres, pendu sous un pont, avec des briques dans les poches. Et le pont justement, il n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit du pont des Frères Noirs, une référence à peine cachée à la franc-maçonnerie. La théorie admise par la justice italienne, c'est que Roberto Calvi est entré en pourparlers avec les services secrets italiens. Et il aurait eu la bêtise de menacer de révéler ses liens entre la P2, les services secrets et la Banque du Vatican. Sauf que, rappelez-vous, on révèle aucun secret quand on fait partie d'une loge. Quant à Liccio Gelli, lui, il s'en sort étonnamment assez bien. Après quelques allers-retours en prison et des évasions spectaculaires en Amérique du Sud, il est condamné par la justice italienne à une assignation à son village natal. Hyper clémente comme sanction. Mais ça s'explique sûrement par le nombre de services que Gelli a dû accorder à la moitié du pouvoir italien de l'époque. Finalement, le vénérable maître de la P2 finira paisiblement sa vie dans sa maison à 96 ans, où il ne manquera pas de rappeler ses convictions de jeunesse. Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista. L'histoire de la loge P2, c'est celle d'une infiltration massive d'une loge maçonnique au sommet de l'État italien, et celle d'un homme qui s'est servi du secret maçonnique pour devenir l'un des hommes les plus puissants d'Italie. Mais dans l'ensemble des complots de la loge P2, il y en a un, sûrement le plus grave, dont je vous ai pas encore parlé, mais je le garde pour la fin. Avant, je vais vous parler d'un complot maçonnique qui a eu lieu en France. Un complot qui est le plus gros scandale de la République française, qui a conduit à ce qu'un député nationaliste gifle en pleine assemblée un ministre de la guerre, et qui surtout montre bien la puissance de la franc-maçonnerie en France à l'époque. On est en été 1904 à Paris, quand un certain Jean-Baptiste Bidegain franchit la porte du Grand Orient, un très beau bâtiment qui se trouve toujours au 16 rue Cadet. Jean-Baptiste connaît les lieux comme sa poche puisqu'il y travaille en tant que secrétaire adjoint. Mais ce jour-là, il va faire un truc qui va changer sa vie. Parce que ce qu'il va faire va lui valoir le nom de Judas pour absolument tous les francs-maçons. Ok, donc Jean-Baptiste entre dans le bâtiment et il se rend discrètement dans une pièce où des milliers de fiches confidentielles sont conservées. Elles sont même très bien conservées, là où vraiment personne qui ne connaît pas la planque ira mettre son nez. Et pourquoi elles sont si bien cachées? Parce que si un non-franc-maçon mettait la main sur ces fiches, ça entacherait à jamais la réputation de la franc-maçonnerie. Et justement, il va y avoir un petit problème. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi ces fiches sont si confidentielles. Je suis navré, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer dans ce temple, vous n'avez pas reçu d'initiation. Et pourquoi je comprends pas? C'est une enceinte réservée aux francs-maçons. En fait, ces fiches répertorient l'intégralité des officiers de l'armée française, et aussi de certains politiques. Pour chaque fiche, vous avez le nom, le grade, l'adresse, et d'autres informations sur la personne. Mais là où ça devient intéressant, c'est justement ces autres informations. Sur ces fiches, il y a écrit les opinions politiques, les opinions religieuses, les habitudes, et plein de petites remarques sur la personnalité de ces gens. Donc en vérité, ces fiches, elles ne servent qu'à deux choses. Elles servent à pistonner certaines personnes qui sont en raccord avec les idées maçonniques, ou alors à bloquer les carrières des militaires et politiques qui seraient un peu trop
catholique, un peu trop pratiquant, un peu trop monarchiste, un peu trop extrémiste au goût du Grand Orient. Alors non seulement ce fichage est scandaleux dans une prétendue république démocratique, mais il est surtout illégal. La franc-maçonnerie ne vous pousse pas directement à transgresser les lois, mais un certain nombre de francs-maçons se servent du secret et des contacts qu'ils peuvent avoir en loge pour parfois violer les lois. Si ces fiches illégales tombent entre des mains non franc-maçonnes, et a fortiori opposées à la gauche républicaine qui est au pouvoir à l'époque, il y a des grandes chances que ça parte en sucette. Et justement, que fait Jean-Baptiste Bidegain ce jour d'été 1904 dans les bureaux du Grand Orient? Il prend des photos. Il sort tranquillement son appareil et puis il photographie les fiches une à une. Ce jour-là va commencer l'un des plus grands scandales de la République française. Mais avant de vous en parler, petite contextualisation pour comprendre le pouvoir qu'avait la franc-maçonnerie à l'époque en France. En 1875, 12 hommes fondent la Troisième République, et parmi eux, 9 sont francs-maçons. Que ce soit pour la colonisation de l'Afrique ou la laïcisation de la France, la franc-maçonnerie va mener plusieurs fronts en faveur de ses idées, et aura surtout un ennemi, la religion, le christianisme. Et donc vous rentrez en franc-maçonnerie pour comprendre et apprendre ce secret. Et tout ça est extrêmement dangereux. Voilà, donc moi je ne veux pas dissuader qui que ce soit d'entrer en franc-maçonnerie. En revanche, je plaide pour que les gens qui entrent en franc-maçonnerie sachent précisément où ils mettent les pieds. S'ils veulent aller dans une loge, sachant que la doctrine maçonnique est satanique ou luciférienne, qu'ils y aillent. La politique laïque des francs-maçons culmine entre 1902 et 1905 avec le gouvernement d'Émile Combes. Émile Combes, franc-maçon bien entendu, va faire un casting bien particulier pour son gouvernement. Ok, je vous le fais en rapide. Ministre des Affaires étrangères franc-maçon, ministre de la guerre franc-maçon, ministre de l'Intérieur maçon, ministre des Beaux-Arts et des Cultes franc-maçon, ministre du Commerce et de l'Industrie franc-maçon, ministre de la Marine, secrétaire d'État aux Finances, secrétaire d'État aux Beaux-Arts, etc., etc. Bon, bref, tous les postes clés de l'État sont occupés par des francs-maçons. Donc, conséquence, il y a une politique qu'on connaît, discutée à l'Assemblée et partagée dans les journaux. Puis, il y a une politique qu'on ne connaît pas, qui est cachée du peuple et discutée en loge. Et ce que la franc-maçonnerie de l'époque va constater, c'est qu'elle a de l'influence plus ou moins partout, sauf dans ce qui détermine l'État, l'armée. L'armée est encore la seule institution où les dirigeants ont des idées hétérogènes, on va dire. Oui, il y a des républicains laïcs, mais il y a aussi beaucoup de bonapartistes, de royalistes, de catholiques très croyants, bref, des gens pour qui la République est le grand architecte de l'univers, ça les emballe pas trop. Alors, que décide de faire l'État et le Grand Orient? Eh ben, des fiches. Et pour s'occuper de ça, qui de mieux que le ministre de la Guerre, le général Louis André, qui sera aidé par le capitaine Molin, tous deux francs-maçons. D'ailleurs, petit détail qui n'en est pas vraiment un, sur les fiches, ils auraient pu se contenter de mettre catholique pratiquant, royaliste. Mais non, ils ont préféré mettre des moqueries, des injures. Par exemple, on peut lire des trucs comme vieille peau opposée à nos idées, petit soumis au roi. Et ils ont même fait des jeux de mots aussi, ils ont fait des jeux de mots avec clérical, donc cléricanaille, cléricafard, vous voyez le genre. Donc quand Jean-Baptiste Bidegain entre au Grand Orient et prend ces fameuses photos, vous imaginez pourquoi il faut surtout pas qu'elle fuite. Mais évidemment, elle fuite, sinon il n'y aura pas d'histoire. On est en 1904, à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, le camp de droite, les nationalistes et souvent catholiques, sont pas contents du tout de la politique menée depuis 4 ans par le gouvernement. En fait, pendant l'été, la loi Combes a interdit l'enseignement dans toute la France des congrégations religieuses et la liquidation de leurs biens. Cette loi Combes, en fait, c'est comme si demain, Macron interdisait les écoles privées catholiques d'exercer et envoyait l'armée pour prendre les bâtiments. Et c'est même peut-être pire, parce qu'à ce moment-là, le nombre d'élèves inscrits dans les écoles privées, elle est de plus d'1 million, 1,2 million, et elle passe d'un seul coup à moins de 200 000. Toutes les obédiences luttent contre l'Église, d'une manière ou d'une autre. Et j'explique que le Grand Orient, par exemple, lutte de manière frontale. C'est-à-dire, nous sommes la franc-maçonnerie, laïque, nous contestons le droit à l'Église de s'exprimer, même, dans le débat public. Et puis après, vous avez les autres obédiences, ou d'autres obédiences, qui se disent plus spiritualistes. Et celles-là, elles utilisent la technique du cheval de Troie. Par exemple, la Grande Loge nationale française, qui dit « Pour rentrer chez nous, il faut croire en Dieu ». Et je démontre dans un de mes ouvrages que c'est pas le même Dieu.
c'est le grand taché d'univers. En fait, c'est Lucifer. Avant d'ouvrir les travaux, invoquons la protection du grand architecte de l'univers sur toutes nos entreprises. Conscient de tout ça, le 28 octobre 1904, Guillaume de Villeneuve, un député nationaliste, monte à la tribune. Donc voilà, on imagine l'ambiance qui est déjà tendue, mais ce qu'il va dire va faire l'effet d'une bombe. Alors déjà, il commence en disant que le gouvernement cherche à détruire l'église, plutôt sympa, mais il dit que maintenant le gouvernement s'attaque à l'armée. Rien qu'avec ces mots, le général Louis-André, le ministre de la guerre, il commence déjà à tendre un peu mieux l'oreille. Parce que oui, petit rappel, à l'Assemblée, tout le gouvernement est présent juste devant la tribune. Puis Guillaume de Villeneuve, il va continuer, il ajoute que les carrières des officiers catholiques sont bloquées par un homme. Et là, il va regarder droit dans les yeux le général Louis-André, et il lui dit « Vous l'avez devant vous, c'est lui, le ministre de la guerre ». Quand il dit ça, on imagine le cirque que ça crée à l'Assemblée nationale, ça hurle, ça s'insulte, mais à la tribune, Guillaume de Villeneuve, il est plutôt satisfait, parce qu'il sait que c'est que le début. Donc l'Assemblée se calme, il reprend la parole, et il dit qu'il a des preuves. Il dit même qu'il a des fiches. Vous les voyez, les gouttes de sueur qui commencent à apparaître sur les tempes du ministre ? Villeneuve continue et explique ce que vous savez, donc que ces fiches servent à pistonner et à bloquer les carrières en fonction des idées politiques et religieuses. Puis il finit par le plus croustillant. Il déclare que ces fiches n'ont rien d'officiel parce qu'elles sont collectées illégalement par un réseau franc-maçon. Alors, je sais pas quelle tête faisait le gouvernement à ce moment-là, mais ça devait être plutôt drôle à voir. Donc là, de nouveau, ça hurle de partout, mais Villeneuve, il attend et il arrive encore à obtenir le silence. Et là, il lit à l'Assemblée certains extraits de ces fiches. Je vous le fais vite fait. Lieutenant Martin, combattant dans 5 batailles pour la France, reçu 3 médailles pour son courage, père de famille, et il est écrit « Cléré cafard ». Et la justification de ce commentaire est parce qu'il a mis ses enfants en école privée catholique. Et donc comme ça, il continue, et plus le député parle, plus ça commence à se tendre dans l'Assemblée. Et à l'époque, les députés, ils ont beau bien être éduqués, c'est quand même des types qui ont pas peur des coups. Et ce qui devait arriver arriva, une bagarre générale éclate et la séance est interrompue. La séance est remise 6 jours plus tard, le 4 novembre. Donc on arrive au 4 novembre, Guillaume de Villeneuve remonte à la tribune avec du nouveau. Il commence par annoncer un chiffre. Plus de 23 000 fiches ont été produites. Il dévoile également un lieu, les bureaux du Grand Orient, rue Cadet à Paris. Puis il conclut cette fois-ci en regardant Émile Combes, le chef du gouvernement, et il lui dit que lui aussi était dans le coup. Là encore, l'Assemblée se transforme en cirque, Émile Combes qui est hué, mais il est quand même un peu piqué dans son ego, donc il va vouloir justifier, et pour ça, il monte à la tribune et il va se défendre, mais d'une manière assez peu convaincante. Il dit en gros qu'il n'est pas impliqué, mais il justifie quand même les fiches, qu'il en avait entendu parler, et il dit qu'en vrai c'est normal parce qu'il faut faire à tout prix une armée républicaine. Ces mots sont assez mal choisis, et d'ailleurs, quand il va les dire ces mots, quand il va dire cette phrase, il y a un député qui semble assez troublé. C'est Gabriel Siffton, un nationaliste. Et donc quand il entend cette phrase, il va se lever. Les gens déjà autour de lui, on comprend qu'il y a un truc qui va mal se passer là. À ce moment-là, Siffton, il a le regard vide. Il écarte les députés autour de lui, il descend lentement les marches de l'Assemblée, et il vient se planter juste devant le ministre de la Guerre. Alors le ministre, il l'interpelle et lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux ?» Et alors que tous les députés commencent à faire silence pour comprendre un petit peu la situation qui se passe en bas, Siffton administre 2 immenses gifles au ministre qui résonnent dans tout l'hémicycle. Et les gifles qu'il lui met sont tellement fortes que le ministre tombe de son siège. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la situation dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et donc là, pendant de très longues secondes, tout le monde est médusé, personne ne comprend ce qui vient de se passer. Puis, du côté nationaliste, on commence à entendre des éclats de rire qui explosent. En revanche, chez les Républicains, ça rigole pas du tout. Tout le monde se lève pour essayer de choper Siffton, et finalement, grosse bagarre qui éclate, et de nouveau, la séance qui est levée. Alors dès le lendemain, les gifles de Siffton, ça devient l'événement national. Dans la presse nationaliste, on va dire qu'il a eu raison de souffleter le ministre. En revanche, pour la presse républicaine, ça va être l'occasion rêvée de balayer l'affaire des fiches pour la remplacer par l'affaire des gifles. Pendant ce temps, on apprend aussi qu'un procès aura lieu le 9 décembre contre Siffton. Petite anecdote, lui il aurait préféré un duel au pistolet avec le ministre. Mais le général André a refusé. Et ne pensez pas qu'il a refusé parce qu'il est lâche. Il avait un autre plan en tête. On arrive donc le 9 décembre au tribunal de Paris, et alors que tout le camp nationaliste est présent, Siffton, il est absent.
il n'est pas venu. Est-ce qu'il aurait eu peur? Quoi qu'il en soit, on ne fuit pas la justice. La police se rend alors chez lui pour le ramener de force. Et là, Siveton est présent, sans vie, sa tête dans la cheminée à gaz. À ce moment, n'importe quel enquêteur sérieux aurait cherché des preuves de l'assassinat. Mais pas pour Siveton. L'enquête conclut que le député aurait eu honte de comparaître et aurait préféré se donner la mort. Bon, vu les circonstances, autant vous dire que cette théorie est peu crédible. Les camarades de Siveton vont bien entendu contester cette version. Pour eux, il n'y a pas de doute possible. Siveton a été assassiné et surtout a été assassiné par un réseau de francs-maçons et la police est en train de couvrir le meurtre. D'ailleurs, en 1919, donc quand même 15 ans après l'affaire, on a François Maurice, un franc-maçon et ancien agent de sûreté, qui reconnaît avant de mourir d'avoir été payé 10 000 francs pour s'introduire chez Siveton, le tuer et récupérer des informations sur les partis nationalistes. Mais on est en sortie de Première Guerre mondiale, l'affaire date de 15 ans et la justice refuse de changer son verdict. Mais retour en 1904 et en cette fin d'année, bien qu'il y a des manifestations qui sont organisées à la mémoire de Siveton, son décès conduira plus les députés à avoir peur de trop parler de l'affaire des fiches que d'accuser le gouvernement d'un meurtre. Alors au début de l'année 1905, les plus courageux continueront d'en parler et obtiendront même la démission d'Émile Combes et de son gouvernement. Mais les lois qu'ils avaient votées faisaient déjà leurs effets. La chasse qu'a conduit la franc-maçonnerie aux amis de l'Église en haut des sphères de pouvoir de l'État a conduit à une loi qui va définitivement séparer l'Église du pouvoir français. En novembre 1905, Aristide Briand et son confrère Maurice Rouvier, deux francs-maçons, font passer la loi de séparation des Églises et de l'État. Entre influence maçonnique et assassinat de leurs opposants, le dernier complot que vous allez découvrir n'est finalement pas très différent de ce qu'on a vu depuis le début. Seulement, cette fois-ci, l'opposant était un pape. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir qu'à la différence des deux premiers complots qui sont largement documentés et avérés, celui-ci est un petit peu plus théorique. Mais si je vous en parle, c'est parce que pour de nombreux enquêteurs et journalistes, la franc-maçonnerie est largement mêlée à cette histoire. Ok, on est le 28 septembre 1978 et l'ambiance est morose au Vatican. Où le pape Jean-Paul Ier repose sur un simple catafalque de soie grise, à 2 pas de ses appartements. Dès l'annonce publique du décès, beaucoup de personnes vont s'interroger sur ces causes. Pourquoi ? Parce que Jean-Paul Ier, ça faisait à peine 1 mois qu'il était pape. En plus, il avait 65 ans, ce qui n'est pas vieux pour un pape. Et surtout, il n'avait aucun problème de santé. Et malgré ça, aucune autopsie n'a été faite. L'embaumement du corps est rapidement réalisé et malgré même une pétition des habitants de la ville natale du pape, il n'y aura aucune autopsie. Le Vatican refuse toute autopsie du pape. Finalement, 4 jours plus tard, Jean-Paul Ier est inhumé dans la crypte de Saint-Pierre de Rome. Et la version officielle d'une mort naturelle restera à jamais inchangée. Alors oui, faire un infarctus à 65 ans, même en bonne santé, ça arrive, effectivement. Mais néanmoins, il y a des journalistes et enquêteurs qui trouvent cette affaire louche et ils veulent en savoir plus. Le journaliste David Dialop, John Cornwell, Franco Bellegrandi et même une dizaine d'autres vont faire le boulot. Ils questionnent les proches du pape défunt, de ceux qui ont vu son corps en premier, et rapidement, ils se rendent compte qu'aucune histoire concorde. Ok, la version initiale, c'est John McGee, le secrétaire pontifical qui dit avoir découvert en premier le pape Jean-Paul Ier. Il l'aurait découvert assis dans son lit, livre encore à la main, vers 4 h du matin, sans vie. Puis 3 jours plus tard, ce n'est plus John McGee, mais la sœur Vincenza qui aurait découvert la première Jean-Paul Ier sans vie, à 5 h 30 du matin, et cette fois-ci allongée sur son lit. 2 versions, pour un événement si grave, c'est étrange. Mais ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est l'heure de l'embaumement du corps. Il n'était pas encore 8 h du matin quand le corps de Jean-Paul Ier a été embaumé, soit à peine 2 heures après son décès. À titre d'information, la législation italienne impose des vérifications devant prendre au minimum 10 heures. Donc pour les différents journalistes et enquêteurs que j'ai cités, et même pour les proches du souverain pontife comme l'abbé Georges de Nantes, il n'y a pas de doute. Jean-Paul Ier n'a pas fait d'infarctus, mais il a été empoisonné. Pourquoi assassiner un pape ? Je veux dire, qui est assez fou, et surtout assez puissant, pour commettre un tel acte ? Pour comprendre, on va remonter 16 jours avant le décès. Donc on est le 12 septembre 1978, et ce jour-là, le célèbre média italien Osservatore Politico publie une liste qui va choquer tout le monde chrétien. Cette liste, c'est 120 noms de personnalités ecclésiastiques, donc des membres de l'église, qui sont accusés par le journal de tous être en lien avec Liccio Gelli, le chef de la P2.
et pire encore, d'être tous francs-maçons. À savoir quand même que depuis 3 siècles, l'Église dit qu'on ne peut pas être chrétien et franc-maçon. Alors des membres de l'Église qui seraient de la franc-maçonnerie, ça passe hyper mal. Et d'ailleurs, parmi ces 120 personnalités, 2 ont un immense pouvoir au Vatican. Le premier, c'est lui, le cardinal Jean-Marie Villot. Villot, c'est le secrétaire d'État du Vatican. C'est lui qui est chargé de contrôler les activités de l'IOR, la banque du Vatican. Le deuxième, c'est lui, l'archevêque Paul Marcinkus. Et s'il vous dit quelque chose, c'est justement parce que vous suivez bien, on en a déjà parlé, c'est le directeur de la Banque du Vatican. Ces 2 hommes, en fait, ils se partagent l'ensemble du pouvoir des finances du Saint-Siège. Et la manière dont ils gèrent les finances s'éloigne carrément de la doctrine chrétienne. Ils reçoivent de l'argent de la mafia, des loges maçonniques, ils blanchissent de l'argent, ce qui est vraiment pas terrible pour une banque chrétienne. Maintenant, on va se mettre 2 minutes à la place du nouveau pape. Jean-Paul Ier, ça fait 2 semaines qu'il est au Saint-Siège, et il y a cet article avec cette liste de 120 noms qui lui tombe dessus. En tant que nouveau pape, il se dit soit je laisse couler et je ferme les yeux, soit c'est l'heure de faire du ménage. Et il va se dire que c'est l'heure de faire du ménage. Alors 3 jours plus tard, le 15 septembre, il organise avec le père Diego Lorenzi un nettoyage radical du Vatican. Ses objectifs sont clairs, il veut reprendre la main sur les investissements de l'IOR, instaurer un contrôle rigoureux des fonds de la banque, et surtout, remplacer Paul Marcinkus de la présidence, le cardinal Villot du secrétariat d'État, et en fait, tous les agents corrompus du Vatican. Ok, jusque-là, tout ce que je viens de vous dire est documenté. En revanche, ce que je vais vous dire maintenant tient plus d'une enquête privée et journalistique. À la fin du mois, le 28 septembre, donc 2 semaines après la publication de la liste, Jean-Paul Ier aurait convoqué en urgence Jean-Marie Villot. Il lui aurait dit qu'il le suspecte et qu'il aimerait bien connaître la vérité sur la situation de la Banque du Vatican. Il lui aurait demandé clairement, est-ce que oui ou non, la Banque du Vatican est mêlée à du blanchissement d'argent. Jean-Marie Villot, il lui aurait dit, mais non, mais pas du tout, il aurait démenti en bloc. Et Jean-Paul Ier, il l'aurait pas cru. Donc le soir même, il aurait pris la décision de renvoyer Villot et Marcinkus. Et puis, quelques heures plus tard... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous ceux qui se sont réveillés ce matin en apprenant la mort du pape... Alors, malgré la thèse officielle d'une mort naturelle, ont vu de la non-autopsie du corps, des liens de l'IOR avec la loge P2, et de la volonté de Jean-Paul Ier de faire le ménage, eh ben la théorie de l'empoisonnement est, à mon avis, et à l'avis de dizaines d'enquêteurs, plus que probable. En plus, je vous ai pas dit qui a écrit la liste des 120 membres de l'Église. Lui, c'est Carmine Pecorelli, un personnage assez curieux parce que justement son nom a été retrouvé sur les listes qui ont été trouvées chez Licio Gelli. Pecorelli, c'est un franc-maçon de longue date, c'est l'un des premiers à avoir rejoint la loge P2. Mais en 1978, il se dispute violemment avec Gelli au sujet d'argent qu'il n'aurait pas reçu. Le vénérable maître se serait vexé et pour punir Pecorelli, il note la mention « décédé » à côté de son nom dans les listes des loges. À compter de cette date, Pecorelli était considéré comme exclu de la P2 et ça a fait naître en lui un désir de vengeance. Trahi par Gelli, il décide de se venger en frappant là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire en dénonçant les liens entre le clergé et la loge maçonnique. Quelques mois plus tard, le 12 septembre 1978, alors que le monde chrétien s'enthousiasme de l'élection du nouveau pape, Carmine Pecorelli, ancien haut dignitaire de la P2, se présente à l'Osservatore Politico et donne la liste de ce qu'il appelle les maçons du Vatican. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le pape décède 16 jours plus tard, et ce qui augmente d'autant plus les probabilités pour que ce soit la loge qui soit responsable de cet nouvel assassinat, c'est que Carmine Pecorelli lui-même, moins d'1 an plus tard, se fait descendre en plein Rome. Le décès de Jean-Paul Ier restera à jamais entouré de mystère. Mais cette mort fulgurante, l'absence d'autopsie, la liste des maçons du Vatican et le combat qu'avait initié le pape quelques jours avant ce décès brutal, tous ces éléments pointent tous dans une même direction. Des hommes discrets, puissants et anticléricaux. En somme, les francs-maçons de la loge P2. Je tiens à le redire, la franc-maçonnerie est sans doute composée à majorité de personnes honnêtes, bien intentionnées et qui sont seulement en recherche de spiritualité. Mais la doctrine franc-maçonne et son organisation n'a cessé de combattre l'Église, influencer les régimes politiques et s'emparer des leviers économiques. Entre fichage et pistonnage, trafic d'influence et des assassinats sordides, la structure de la franc-maçonnerie a conduit certaines loges à tellement étendre leurs influences qu'elle a brisé ses propres règles morales et légales. Bien que je sois convaincu que ces loges ne représentent qu'une petite minorité de la franc-maçonnerie, dans nos pays en principe démocratiques où les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit, la franc-maçonnerie pose question et on est en droit de se demander jusqu'où une fraternité peut protéger ses membres et pourquoi nous, le peuple,
N'a-t-on pas le droit de savoir qui est franc-maçon et qui ne l'est pas ?